Bene, invitiamo i partecipanti ad accomodarsi. Per evitare le pratiche italiane dei ritardi, ci ricorda Monsignor Azevedo che Monseigneur Azevedo nous a rappelé que c'est un colloque international, donc il faut suivre le critère, la ponctualité, être à l'heure, comme on est à l'heure au niveau international. Avremo l'ultimo intervento del convegno e a seguire. Nous allons entendre la dernière intervention du colloque et puis un temps pour le débat. Donc je pense que vous avez déjà pris des notes sur ce que vous voulez dire ou des questions que vous voulez poser. J'espère que nous aurons un débat bien vivant. Siamo quindi all'ultima esperienza. Alors, nous allons écouter la dernière expérience d'aujourd'hui. Nous l'avons déjà mentionné quand j'ai présenté avec Monseigneur Capani les données concernant les communautés de vie consacrées. Ce sont justement voilà, nous avons ici une expérience de Pays-Bas, donc une expérience de gestion des biens ecclésiastiques qui ont été mentionnés aussi dans les réponses ouvertes aux questionnaires posés aux communautés à l'occasion de ce colloque. Donc vous allez parler en anglais. Le cas de Parcom, une approche patrimoniale transversale et intégrale pour assurer un sens et un avenir au patrimoine religieux des ordres et congrégations dans les Flandres. Donc cette organisation nous sera présentée, cette expérience nous sera présentée par Julie Hertz, qui a eu son master en histoire moderne auprès de l'Université catholique de Louvain. Et les responsables des processus de dialogue qui ont lieu dans le musée Parcum. Et Jonas Dankers, c'est une présentation brève, donc je ne vais pas lire tout votre CV. Alors, Jonas Dankers, qui parle parfaitement bien italien, donc vous pourrez lui poser des questions en italien. Il a fait des études ici à l'Université de Bologne et a obtenu le doctorat de recherche en archéologie, patrimoine culturel du passé lointain. Il s'occupait de terra mare, donc non pas de patrimoine ecclésiastique. Donc il s'occupe du futur, de l'avenir des églises paroissiales, donc diocésains et non seulement vie consacrée, mais aussi des communautés de vie consacrée, des couvents dans les Flandres, au sein de l'association. Merci beaucoup d'être venus et je leur laisse la parole. Merci. Merci, professeur. Merci, professeur Bartholomé, pour cette introduction et merci de nous avoir donné cette possibilité. Nous allons vous faire voyager. Nous allons dans les Flandres, au nord de la Belgique. C'est de là que nous venons, ma collègue et moi-même. Et nous allons vous introduire à les situations actuelles des communautés dans les Flandres. Le son n'est pas bon, désolé. Alors, nous allons... Et comment donc prévoir, envisager un avenir... Voilà, le son est meilleur. Alors, et en ce qui concerne l'avenir donc du patrimoine de ces congrégations. Voilà, nous travaillons ici, vous voyez, en vert foncé, c'est
là où nous vivons, et plusieurs congrégations et communautés locales habitent là et nous collaborons avec elles. Quelques mots sur notre organisation Parkoum. Alors, nous sommes un musée qui s'occupe d'art. Nous avons été fondés en 97 par les diocèses flamands. C'est une organisation qui, en fait, travaille avec l'université de Louvain et avec des congrégations. Et nous sommes reconnus par le gouvernement. La raison immédiate pour laquelle le Parkoum a été créé, c'est aider les congrégations à conserver leur patrimoine. C'était un besoin urgent. Nous travaillons en fait avec des groupes qui ont plusieurs patrimoines, types de patrimoine, meubles, immeubles. Nous avons un musée qui se trouve dans l'abbaye Parc Abbey, dans l'abbaye Parc à Louvain, en Belgique. Et donc, on se concentre sur le dialogue et le sens du patrimoine religieux dans la vie religieuse dans les Flandres, surtout en ce qui concerne les communautés religieuses, est composée de la façon suivante. Nous avons environ 5000 personnes consacrées sur un total de 6 millions de personnes, de population. Nous avons vu une chute importante dans les chiffres, donc le nombre de communautés masculines et féminines. Brièvement, l'histoire de la vie religieuse dans les Flandres. En fait, sur le territoire, depuis le Moyen Âge, elles sont présentes. Puis de nouveaux ordres comme les franciscains, les norbertins, les cisterciens, donc se sont installés. Il y a beaucoup de communautés, en fait, qui sont nées à cette période. Et après, il y a une interruption. Et la Hollande s'est réorganisée. Alors, les Flandres aujourd'hui sont, après le sud de la Hollande, sous l'Espagne, puis à nouveau catholique. Donc, disons que la réalité de ce morceau de terre a évolué. Là, nous avons un aspect très important. Oui, donc nous avons un bâtiment qui était très important et qui appartenait à la reine Isabelle. Nous avons vécu des périodes très difficiles avec beaucoup de conflits entre l'État et l'Église au XVIIIe siècle, avec Joseph II et l'empereur du Saint-Empire romain, et puis l'édit de tolérance en 1780. Et puis, avec la Révolution française, il y a eu beaucoup de changements dans notre région. Beaucoup de couvents, monastères ont été fermés ou même détruits. Puis Napoléon a essayé de chercher une solution pour résoudre les problèmes entre l'Église et l'État, en reconnaissant par exemple les sœurs de la congrégation avec laquelle nous travaillons. D'après Napoléon, donc, elles étaient utiles parce que ce n'étaient pas seulement des contemplatives, donc elles pouvaient rester. Et puis il y a eu d'autres changements quand il y a eu la défaite de Napoléon à Waterloo.
toujours des questions de liberté de religion, et la liberté de religion a été conquise et les communautés religieuses ont augmenté beaucoup au XIXe siècle. Donc il y a beaucoup de congrégations qui sont nées ou qui s'installent, des monastères nouveaux sont créés. Et puis on arrive au XXe siècle et la religion catholique a donc un impact très fort sur la société. Puis il y a une influence de la part de l'Est et une sécularisation qui nous a donc envahis au cours des 2 dernières décennies avec de grands changements. Donc il y a d'abord beaucoup de vocations et puis une réduction. Là, il y a plusieurs réalités. Les églises paroissiales qui ont à faire avec la vie religieuse. Donc il y a 5000 religieux et religieuses dans les Flandres, de 20 000, donc ils sont arrivés à 5 000 au cours des dernières années. C'est bien la preuve que nous sommes en train de connaître une chute des nombres chaque année. Et à ce rythme, il y aura des problèmes sérieux que nous devons affronter dans les années à venir. Plus de 3000 maisons ont été fermées au cours des 9 dernières années. Et le nombre des vocations a diminué. Il y a le vieillissement aussi des instituts religieux. Et en fait, la plupart d'entre eux ont une moyenne d'âge de 80 ans. Ces ordres et ces congrégations ont donc commencé à se préoccuper de leur héritage, de l'héritage qu'ils vont laisser. Donc voilà, c'est mon village. C'est une photo qui a été prise en 1963 avec les religieuses. Chaque année, il y a 500 donc religieux qui meurent chaque année. Donc bientôt, il n'y aura plus que les maisons. Et des 700 maisons qui restent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont probablement devoir fermer très prochainement. Alors, on a l'impression qu'on a là une grande crise, mais c'est peut-être une opportunité. À cause de la sécularisation, le nombre des vocations a diminué. Mais il y a aussi un défi, le défi de penser de manière plus active et de voir quelles sont les opportunités que l'avenir nous offre et chercher de garder vivant le charisme dans le lieu où il est né. C'est un aspect très important pour les congrégations et pour les monastères. Il faut aussi une solution qui soit viable. C'est ça le message. Donc, garder vivant le charisme pour les générations futures tout en cherchant les moyens durables. Et puis, il y a l'esprit du lieu. Nous avons déjà entendu parler donc de cela dans les différentes interventions. Donc, le point de départ, c'est le charisme, ce qui veut dire que nous devons comprendre quelle est l'inspiration, l'inspiration et la force et l'esprit du lieu. Donc, il faut bien comprendre quel est le charisme qui est né dans ce lieu et quel est le testament spirituel de chaque ordre ou congrégation. Donc, cette approche demande de faire face à ces biens, donc à la question des meubles. L'idée, c'est d'intégrer les différents aspects du patrimoine dans la recherche de la définition. Nous essayons de définir comment intégrer les biens immeubles, quel est l'état des bâtiments et voir en même temps
en ayant plutôt une attention particulière pour le charisme et les objets, les collections. Ces trois parties sont très importantes pour définir le charisme et pour voir quel est le cœur, le sens spirituel de la communauté et ce que l'on veut transmettre. Il faut toujours penser à l'objectif final. On fait un inventaire, pas simplement comme ça pour le faire, mais pour pouvoir repenser comment vivre le monastère, comment donner un avenir. Que nous faisons un inventaire des collections pour raconter l'histoire qui est derrière ces objets, pour raconter ce qu'ils représentent. En ce qui concerne le patrimoine mobilier, eh bien, nous poussons les communautés à faire un inventoriage de leurs biens avec des photos, des descriptions. Et puis d'évaluer ces objets. Alors, cette évaluation n'est pas une évaluation économique. Il faut penser à la valeur sociale, affective et religieuse. Cela nous permettra de définir l'esprit du lieu que nous voulons garder et transmettre aux générations futures. Nos archives et notre bibliothèque. Eh bien, nous collaborons avec des collègues qui ont fait la présentation hier. Donc, nous n'allons pas assister sur ce point. En ce qui concerne le patrimoine intangible, eh bien, ce sont les pratiques et les traditions. Le professeur Koumans a bien expliqué comment ces domaines sont organisés et comment la Convention de 2003 de l'UNESCO a décidé de les préserver. C'est un aspect très important parce que cela permet aussi de sauvegarder l'esprit des lieux. Alors nous avons la liturgie des heures, par exemple, c'est un élément très important parce que c'est bien l'esprit des communautés qui ont habité dans ces lieux, des processions. Et il y a aussi un langage des signes monastiques. Et puis, il y a des activités telles que la production de fromage ou des icônes, la peinture d'icônes. Donc, ce sont des métiers qui ont été transmis au fil des ans. Et le silence aussi fait partie de cette réalité. Or, comment sauvegarder ce patrimoine intangible? Nous pouvons le faire, par exemple, en faisant des interviews, des entretiens avec des sœurs, des moines qui ont vécu là. Ce sont des moments très importants parce que nous pouvons obtenir des informations qui peuvent documenter ce qui s'est passé là, dans ces lieux. Et c'est aussi une manière de garder ce patrimoine intangible pour les générations futures. Sur cette photo, nous voyons par exemple comment les sœurs qui produisent du savon, eh bien là, on voit toute la procédure pour la fabrication de savon. Donc, on voit tout. Donc, expliquer ce savoir-faire, Voilà, ça c'est une autre photo. C'est un monastère en Belgique où on produit encore des habits textiles pour, des habits pour la liturgie, des habits liturgiques. Donc, il n'y a pas que des documents qui sont considérés comme un patrimoine intangible. Quand on voit un monastère, eh bien, un monastère, sa valeur, ce ne sont pas les pierres, puisque les pierres ne sont pas vivantes, mais c'est l'inspiration. C'est la vie qui a eu lieu dans ces monastères qui permet de garder vivante l'inspiration. À travers cette réalité liturgique que nous pouvons transmettre
aux générations, nous pouvons chercher de nouvelles opportunités. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le patrimoine immeuble. Le patrimoine immobilier qui concerne l'histoire et le sens architectural et la situation, l'état de ces bâtiments. Avec des architectes spécialistes, eh bien, nous cherchons un équilibre entre un modèle économique viable afin de pouvoir garder la structure et en même temps garder vivant l'esprit de la communauté qui y vivait. Plusieurs options sont proposées. Alors, dans les Flandres, pour la gestion de ces bâtiments, de la démolition à la réutilisation différentes, mais qui gardent un sens. Il y a des monastères qui sont vendus dans le privé. Comme dans ce cas, par exemple, c'est un projet de co-housing pour des personnes qui ont des difficultés, qui ont plus de 50 ans et qui ont des difficultés économiques. Ça, c'était un monastère masculin. Alors, il y a d'autres bâtiments qui sont utilisés pour des activités de la congrégation, par exemple, pour garder le testament vivant des communautés. On essaie aussi d'aller vers les jeunes, donc et puis il y a d'autres réalités qui sont vivantes, donc n'ont pas besoin d'être ravivées. Il y a d'autres cas où on nous demande de l'aide pour pouvoir trouver un équilibre et trouver en même temps, garder la vie dans ces lieux. Là, par exemple, c'est Diest, donc il y a des frères et une étude approfondie a été menée pour voir comment intégrer une partie du monastère et en faire aménager un centre psychiatrique ou aussi pour faire un foyer ou pour des personnes âgées ou un dispensaire pour aider les personnes âgées. Et puis, il y a une partie qui est utilisée pour les marionnettes, un théâtre de marionnettes. Donc, voilà, on a différentes façons de réutiliser des espaces qui sont très grands. Puis, l'abbaye du Parc à Louvain. Et on a un exemple de collaboration. Par exemple, les pères norbertins cherchent de voir comment faire. Et la ville de Louvain devrait participer donc à la restauration de ce lieu, la rénovation de ce lieu. Par exemple, on peut mettre des universités, des magasins, des restaurants. Donc, ce sont des partenaires qui se sont unis pour avoir un emploi, une utilisation non sacrée de ces lieux. Alors, à Bruges, nous avons l'exemple de l'abbaye Godelieve. Donc, c'était des sœurs qui étaient trop âgées pour pouvoir s'occuper de cette structure. Donc, il y a eu des négociations avec le gouvernement et le gouvernement a acheté l'abbaye. Mais cela reste un patrimoine intangible, donc, et meuble. Par exemple, comment les sœurs vivaient la liturgie des heures, quelles étaient les activités qu'elles réalisaient, comment vivaient-elles le silence. Bien, tout cela a été une source d'inspiration
pour cette nouvelle réalité qui accueille des jeunes. C'est un projet qui a plusieurs parties prenantes. C'est un projet public. Les parties prenantes peuvent exprimer leur opinion sur comment, leur avis sur comment utiliser ces lieux. Dernier exemple, Mariadal, Val Virginal. C'est donc c'est très grand, c'est très vaste. Le bâtiment est très grand. Il y a beaucoup d'espace qu'il faut revoir. Déjà au 19e siècle, avait été utilisé comme école pour les enfants de l'élite de différents lieux d'Europe. Ensuite, il y a une évolution et c'est devenu un centre d'apostolat pour les sœurs. L'idée, c'est de créer un espace qui puisse rester de leur propriété. C'est un patrimoine intangible qui est considéré donc il y a 5 consoeurs qui veulent considérer comment laisser leur héritage sans perdre ce patrimoine. Elles ne sont pas nombreuses et ne veulent pas que la décision soit prise par la dernière sœur qui restera. Puis nous avons établi aussi avec elle la valeur, donc ce qu'elle va leur laisser. Par exemple, il y a une belle chapelle baroque, alors avec l'école et les sœurs et la population locale. On a décidé comment faire avancer un projet commun pour créer un espace avec un musée pour raconter les 200 ans, les 2 siècles d'histoire des sœurs. Puis un espace pour l'école qui va continuer, donc parce que c'est très important au point de vue social. Puis il y a des appartements pour les sœurs et pour ceux qui auront besoin. La population plus nécessiteuse. Alors, pour terminer brièvement les conclusions. Voilà, donc c'était la vie religieuse dans les Flandres. Nous pouvons conclure en disant qu'il est très important de sauver leur trésor et surtout le trésor le plus grand qui est le charisme. C'est pourquoi nous devons agir aujourd'hui. Donc la question, ce n'est pas seulement le catalogage. Nous en avons déjà parlé au cours de ce colloque. Il a été bien souligné que le catalogage est important. Après, ce sera trop tard. Donc il faut rappeler que la gestion des biens est importante aussi et aussi des personnes. Surtout des membres âgés de ces communautés qui sont une mémoire vivante. Donc il est important d'avoir une approche holistique. Ce patrimoine peut être non seulement une ressource économique, mais vraiment un trésor pour les générations à venir. Alors pour sauver le charisme et la beauté de ces structures, en faisant cela, nous sauvons la vie monastique. Merci.